Salut Arthur. En cette année de 10 ans du masque, je t'invite à aller tourner le nouvel épisode. Là où on a enterré l'ancienne équipe. Le sang, tout le monde en a et pourtant personne n'aime en perdre. Ce n'est pas là le type de réflexion qui m'ont mené à l'élaboration de cet épisode si particulier de Tushta. Et non, simplement, avant même de commencer, je tiens à vous informer que les 5 jeux que je vous ai ici sélectionnés répondent à une vision très spécifique de la question vidéoludique. Certains diraient même qu'il est question d'une thématique, une thématique que j'ai décidé de ne pas vous expliquer, une thématique que je vais vous laisser deviner, car j'ai l'espoir, et il est assez insensé, que vous ayez le courage et l'intelligence de pousser avec moi les portes entr'ouvertes du manoir du mystère, un endroit où vous pourrez en ma compagnie découvrir les différentes énigmes terriblement étranges qui ont été laissées dans les différentes pièces empoussiérées de ce bâtiment désaffecté. Nous saurons enfin ce que nous cachent les fantômes du passé. Ici, vous avez face à vos yeux un jeu qui devrait vous être familier. Pour peu que vous ayez de la culture dans le domaine vidéoludique, vous aurez certainement reconnu le masque de la terreur, le masque de Mitetantlekuhtli, le fameux dieu maya, ou peut-être même est-il aztèque, ça n'a pas beaucoup d'importance, de la mort. C'est lui que l'on voit quand on va vers l'inframonde, c'est à lui que l'on doit donner des offrandes si l'on espère survivre à son passage en enfer. Vous devez donc savoir ici que nous sommes réunis dans Splatterhouse, un jeu Bottle Rocket Entertainment terminé par Bandai Namco Games, à l'époque ça s'appelait encore d'ailleurs Namco Bandai Games, sur PlayStation 3 et 360 en 2010. Fut un temps, Mark Brown et Dan Tovar de Namco Amérique ont essayé de relancer leur incroyable portfolio de licences en faisant des remakes pour Américains de jeux réalisés par des Japonais dans le temps. Et ils ont eu plutôt bonne idée, ils ont donc décidé de faire une tentative de relancer Splatterhouse, le jeu où Rick essaie de sauver sa petite amie Jennifer en ressemblant à Jason tout en portant le bleu que portait à l'époque, je ne sais pas moi, Michael Myers dans Halloween, et ils l'ont transformé en un John Cena avec des cheveux qui portent un masque Maya parce que c'est comme ça, c'est plus amusant et que les gens ils savent alors de quoi il est question, voilà. Ils ont aussi décidé qu'ils allaient rajouter des Quick Time Events parce que c'était à la mode à l'époque et qu'ils allaient faire que tout soit très très gore parce que certainement ça faisait partie des key selling points de l'original que d'être très très gore. Ils ont confié le tout à Bottle Rocket Entertainment, la compagnie qui était fondée par Jay Bird après avoir quitté Sony San Diego, et ils ont à une époque inventé The Mark of Cree, qui était un jeu qui était sorti sur PlayStation 2. Et ici vous avez donc un jeu où ils n'ont pas été susceptibles de terminer le tout, mais ils ont eu le temps de rajouter des photos à moitié à poil d'un personnage polygonal qui se trouve être la petite amie du personnage principal, c'est comme ça. Alors ils ont été virés par Namco en
terminant ce jeu-ci, qui s'appelle Splatterhouse, pour un peu de compétences graves. Ils étaient en train de siphonner leur pognon à eux de chez Namco pour essayer de faire Mark of Cree, parce qu'ils essayaient de faire encore un jeu dans cette série en récupérant la licence de Sony, parce qu'il y a des gens, ils comprennent absolument pas quels sont leurs échecs dans leur vie. Et alors, ils ont laissé quelques employés à Namco, ils ont terminé ce jeu-ci en particulier, c'est cette équipe-là qui leur a fait Afro Samurai par la suite, il faut le savoir. Et en tant que tel, Bottle Rocket Entertainment, maintenant, ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite pour diverses raisons, dont le fait qu'ils ont essayé de faire un jeu Flash pour une start-up qui s'appelait Brash Entertainment et qu'elle a aussi coûté la mort à Factor 5, qui était une bien meilleure compagnie que Bottle Rocket Entertainment, mais bon, voilà. Le titre que vous avez actuellement sous les yeux est dirigé par Stephen Jarrett, le frère de Keith, sans doute, un lead designer sur une chier de jeu Disney à licence, et le Disc of Tron original de 1983. C'est exécuté par Asahiko Kikuchi, qui a travaillé sur Shadow the Hedgehog chez Sega, un signe de qualité, c'est certain, Scott Holty, qui avait bossé sur Run Like Hell, et Paul Guirao, qui avait travaillé sur le Dead to Rights 1 et le Dead to Rights 2, qui est un plutôt bon simili Max Payne pour crétins stupides. C'est un assez bon jeu Namco quand on y réfléchit posément. Le scénario est de Gordon Rainey, qui a travaillé sur pas mal de bandes dessinées 2080, vous avez déjà Dread et des trucs comme ça, et les musiques sont de Howard Rossin, qui a fait la catastrophique musique du catastrophique Blade Trinity. Le jeu que vous voyez actuellement avec vos yeux est une adaptation de la nouvelle d'Herbert West qui s'appelait de Lovecraft, qui s'appelait Herbert West Reanimator. Ils en ont aussi fait un film, voilà. Il s'appelait Reanimator, je crois que vous en avez déjà entendu parler. Et donc, le jeu que vous voyez actuellement sous vos yeux contient les 3 Splatterhouse originels et n'est pas réellement un mauvais jeu. C'est un jeu avec un style graphique efficace, un style gore décomplexé et un système de gameplay relativement simple à maîtriser, qui est plutôt plaisant et qui vous permet de vous défouler en faisant sortir beaucoup d'hémoglobine qui ressemble bizarrement à de la gelée aux fraises des différents monstres qui sont venus de l'inframonde afin de se battre contre vous. Qui, vous ne le saviez pas, mais vous êtes John Cena, donc vous gagnez toujours à la fin. Et ici, la spécificité du jeu, c'est que c'est un jeu qui n'était pas vraiment mauvais, mais les chefs de la compagnie Bandai Namco Amérique ont changé, ont décidé de le tuer. C'est un jeu, ils ont fait beaucoup de dépenses publicitaires paradoxalement au début du développement. La femme, enfin le personnage polygonal en 3D qui a soi-disant une forme de femme qui est dans ce jeu qui s'appelle Jennifer, est apparue à poil dans Playboy. Il y avait des chaussures globes particulières que décidément elles étaient censées vous présenter la possibilité de porter des chaussures de ce type-là avec du Splatterhouse à vos pieds, et que voilà. Et ensuite, en plein milieu du moment crucial, qui est le moment crucial où tout d'un coup on paye des pots de vin au magazine de jeux vidéo pour qu'ils donnent des 14 sur 20, ils ont arrêté de mettre de l'argent dedans. Si vous avez besoin de voir comment ce système fonctionne, il suffit de vous référer à l'affaire Ken Lynch en quelque sorte. Ça, c'est le Ken Lynch inverse. Le jeu était plutôt bon, mais on a arrêté de payer de la publicité, donc décidément, le jeu s'est cassé la gueule. Et c'est comme ça que ça fonctionne, hein. La critique vidéoludique, c'est un endroit où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de journalisme non plus, non. C'est simplement un endroit où des gens récupèrent de l'argent pour faire ou pas la publicité de jeu. Et ce jeu-ci méritait d'être essayé. Cependant, voilà. C'était un game over avant même qu'il soit sorti, parce qu'on n'a pas mis la publicité nécessaire à graisser les pattes qui aurait pu faire que le jeu puisse se vendre. Mais enfin, c'est pas parce que votre héroïne de votre jeu est morte qu'on peut pas la regarder à poil. Et ça, c'est pratique. Ça, c'est aussi l'une des grandes leçons que Splatterhouse nous a laissées. Pas besoin d'avoir de la morale. Essayez de faire un truc titillatoire qui ne l'est pas réellement et vous aurez la possibilité de ne pas vendre un jeu tandis qu'une femme à poil est en train de mâcher des chaussures.
adapter un classique du jeu d'arcade des années 80 sur des consoles plus ou moins modernes dans l'espoir qu'une nouvelle génération de joueurs se ruera dessus sur la force d'un nom dont ils n'avaient jamais même entendu la première syllabe, c'était une démarche assez stupide, autant l'admettre. Mais si vous voulez, je peux vous présenter une démarche qui est presque aussi stupide et qui est pourtant exactement l'inverse. Ici, vous avez Gauntlet, un jeu Arrowhead Game Studios publié par Warner Bros. Interactive Entertainment sur PC en 2014. Et c'est un jeu qui, à la base, vous vous en doutez certainement, et si vous ne le savez pas, mais qu'est-ce que vous foutez ici, bordel? À la base, c'était un jeu de Ed Logg, sorti en 1985. Alors, Ed Logg, c'est un homme qui a inventé beaucoup d'idées qui sont encore d'actualité aujourd'hui dans le domaine de la coop. Comme par exemple le griefing. C'est lui qui a inventé le griefing. Si vous voulez, vous pouvez tirer sur la nourriture qui est nécessaire à remettre des points de vie à vos coéquipiers ici. Vous récupérez alors 10% de la totalité de la nourriture qu'ils allaient consommer, qui en valait donc 100%. Mais vous en avez un dixième. Et pourquoi? Parce que vous avez fait un coup de pute à votre pote. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'est Ed Logg qui a inventé ça. Il a aussi inventé Centipede, Millipede, San Francisco Rush et Asteroids. Donc pensez pas que c'est quelqu'un de mesquin pour autant. C'est juste que, bon, il a aussi eu cette idée-là et elle est beaucoup plus sympathique que le debugging, par exemple, admettons-le. Mais ici, vous avez donc un jeu qui, à la base, est l'une des premières aventures partagées à 4 du domaine de l'heroic fantasy d'arcade. Vous pouviez être 4 personnes et vous allez être dans le même univers au même moment autour de la même machine en train de jouer à un jeu que c'est le même jeu et vous pouvez y participer avec des amis, tous dans la même pièce, pas comme la coopération que l'on voit particulièrement de nos jours où tout le monde il est seul chez lui et c'est pourtant ça qui a été décidé pour ce jeu-ci en particulier car il est uniquement disponible, du moins pour l'instant, sur PC. Alors j'admets aussi que si vous voulez vous pouvez jouer au clavier et à la manette à au moins 2 personnes sur la même machine et ça c'est quand même une idée qui est particulièrement efficace et sympathique. Le titre qui vous est ici proposé est dirigé par Alexel Lindberg, ancien spécialiste de l'audio. Il a bossé sur Just Cause 2, il est reconverti dans la production et fut producer sur The Showdown Effect ou même game director sur Renegade Ops. Comme vous le savez certainement, Arrowhead Game Studios c'est une petite compagnie qui vit en Suède et qui a un motto particulier, c'est-à-dire un motif qui leur permet de se motiver à faire des jeux. Ils disent que les jeux devraient mettre à l'épreuve la créativité du joueur. Alors ça, c'est un moment qui met la créativité du joueur à l'épreuve parce que dans ce jeu-ci, paradoxalement, les gens, ils y jouent genre 2 missions, puis en ont marre et ils foutent le jeu à la poubelle. Ce qui fait que si vous voulez voir les niveaux supérieurs, vous devez les essayer tout seul, comme un crevard, sans la coopération de quoi que ce soit. Et voilà, c'est malheureusement ça le problème particulier de ce Gauntlet-ci, c'est que quand on fait une adaptation d'un jeu qui est considéré comme un classique, on le fait généralement pour les vieux cons. Et la manière dont on peut faire un jeu pour des vieux cons, c'est qu'on peut le faire soit très servile, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, soit on peut le faire avec une forme de créativité. Et qu'eux, ils ont eu l'idée de mettre plein d'idées efficaces dans ce jeu-ci, comme la possibilité d'avoir un style de gameplay particulier pour chaque personne. Si vous jouez Thor, le barbare, vous aurez certainement Thor, ou peut-être même Tator, mais dans ce cas-là vous êtes allemand, et donc voilà, vous jouez un hack and slash de base. Vous pouvez jouer une Valkyrie, elle se contrôle alors comme Captain America le faisait dans les hack and slash bizarres qu'Activision publiait à une époque. Si vous jouez Merlin ou Questor, eh ben vous avez, c'est l'elfe là que je dirige, vous avez la possibilité de jouer plus à un twin stick shooter avec des particularités spécifiques pour chaque personnage, et franchement c'est un jeu qui est réellement sympathique, mais qui est damné par les fantômes du passé, dans le sens où Gauntlet, c'est un jeu qui a beaucoup contribué à ce que sont les jeux coop de nos jours. Il a même contribué à certains jeux de plateau. Dans ma tête, Hero Quest, l'un des plus grands souvenirs de ma tendre enfance, c'était un jeu qui était adapté plus de Gauntlet que du Donjons et Dragons. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, les beat 'em up Capcom réalisés sur des univers heroic fantasy comme King of Dragons ou Knights of the Round, peut-être même les jeux tirés justement de la licence Donjons et Dragons, sont très proches en fonctionnement dans ma tête de ce qui était proposé à la base par Gauntlet. C'est un truc qui les a impressionnés. Les Japonais, ils ont vu ça, c'était très impressionnant. C'était très important. Et c'est un jeu qui, à certains moments, fonctionne très bien. Seulement, le seul niveau que vous allez voir à 4, c'est celui-ci. C'est le second niveau.
Ou est-ce que c'est le premier niveau? Ça, c'est le boss du premier niveau. Et donc, voilà, c'est de ça dont il est question. C'est un jeu que, malheureusement, les gens ne se fatiguent pas à terminer. Donc, vous ne pouvez pas y jouer, sauf si vous avez un ami très dévoué que vous le faites venir et que vous dites, oh, mec, on va jouer à machin, ou, oh, demoiselle, nous allons jouer à ceci. C'est un jeu très unique, très particulier, et cependant, qui laisse l'intégralité des gens qui ont tendance à hoster une partie très susceptible au rage quit si jamais vous avez le malheur de choper le bonus à leur place. Regardez, là, je suis tort et je vais récupérer à tort, c'est certain, le bonus, et le type va me kicker directement de sa partie, parce que bon, bah voilà, le réel problème de ce gauntlet, c'est ses joueurs et pas le jeu. En 1989, Jordan Mechner filme son petit frère en train de faire cabrioles et autres galipettes dans le jardin de leur voisin, ce n'est pas sale. Et vu qu'il a filmé le tout, il met les images sur son Mac, ce n'est pas sale du tout, afin de pouvoir rotoscoper, ce n'est pas sale non plus, les mouvements de son petit bambin, de manière à pouvoir en tirer un système d'animation fluide qui est plutôt proche de celui des cartoons des années 30. Vous savez, à l'époque, on animait limite à 60 images la seconde. Et donc, on avait ces mouvements extraordinairement fluides où les choses étaient basées sur le mouvement de quelqu'un. C'est aussi comme ça qu'on anime, théoriquement. On n'anime pas ex nihilo, apprenez ça, créateur de jeux vidéo. On est censé animer à partir du mouvement de quelque chose, d'une manière où on peut approcher le naturalisme, tout en le dépassant par la réalisation d'une caricature vivante du mouvement du vivant. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, en 1989, Jordan Mechner a utilisé les mouvements un peu coquins de son petit frère pour pouvoir tirer un jeu qui s'appelle Prince of Persia. On ne sait pas exactement pourquoi. Il se passe dans les 1001 nuits, parce que décidément, ça fait vaguement sexy et international et peut-être vaguement exotique. Que vous le savez certainement, on a déjà censuré au passage des 1001 nuits par chez nous le plus intéressant, qui était toute la partie érotico-pornographique, qui est d'ailleurs la seule partie réellement intéressante de toutes ces fables, et admettons-le, voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne la censure, et où on interdit les sujets auxquels on pense que vous ne pouvez pas avoir intérêt à parler. Et cela arrive encore de nos jours, parce que décidément, voilà, dit-il d'un air vague en parlant de Prince of Persia. De quoi est-il question ici? Il est question de le reboot du remake réalisé par Ubisoft et qui s'appelait Prince of Persia The Sands of Time et qui me semble être, quand j'y réfléchis posément, peut-être le seul chef-d'œuvre que la compagnie Ubisoft ait réalisé sur l'intégralité de leur réalisation. Admettons-le, c'est probablement le seul jeu à rejoindre ses qualités de gameplay, parce que les jeux Ubisoft sont toujours magnifiques, réalisés avec un réel souci du détail, des excellents animateurs, des excellents dessinateurs, des excellents effets graphiques, mais bon, niveau gameplay, c'est toujours super méga hyper pauvre. Demandez à Raymond Origins, c'est beau, d'accord, mais bon, de là à y jouer, hein? Et ici vous avez quoi? Vous avez un jeu sorti en 2008 sur Xbox 360, sur PC, sur Mac, sur PlayStation 3, et c'est un jeu qui essaye donc de vous mettre dans la tête que, le Prince of Persia maintenant il ressemble à ça, c'est un espèce de action man ridicule avec les yeux bleus et le poil sombre qui a une petite amie, que c'est une princesse qui s'appelle Elika, ce qui veut dire qu'en japonais ça fait princesse
Erika, je vois que vous suivez ce que je veux dire, elle ne voulait pas travailler, c'est pour ça qu'on a laissé travailler que dans un seul jeu de la série. Et ici vous avez quoi? Les systèmes de plateforme qui sont grosso modo des enchaînements de scripts où vous n'avez aucune liberté dans la manière dont vous êtes censé pouvoir vous défaire de leur succession. Moi dans ma tête, un jeu de plateforme, hein, c'est on vous met des obstacles et vous devez utiliser les systèmes de gameplay qu'on vous a donné afin de pouvoir vous en dépatouiller. Et ici c'est genre, non, vous voyez, c'est jusqu'à tel point vous êtes censé pouvoir avancer, puis après à partir de tel point vous êtes censé à commencer à réfléchir qu'il serait peut-être judicieux d'appuyer sur le bouton pour sauter. Alors vous dites, mais à quoi servent toutes ces petites boules illuminées que j'ai vues tout à l'heure? Je vous explique. Il y a une ville, elle a été détruite, d'accord? Et vous avez le pouvoir de cette demoiselle qui se trouve être un mort-vivant, je vais vous spoiler le jeu, et elle a le pouvoir d'utiliser ces boules de lumière pour ramener de la lumière dans le monde, parce que décidément, il y a un mec qui est très méchant et que tu le esquifiques et que décidément, il faut le défaire. C'est exactement contre lui que je suis en train de me battre dans ce système de combat qui était censé être révolutionnaire à l'époque, mais qui, bon, admettons-le, n'est jamais qu'à chier, et c'est un jeu qui est au mieux médiocre. N'imaginez pas qu'il soit bon. Et pourquoi n'est-il pas bon? C'est simple. Parce qu'il est dirigé par Jean-Christophe Guyot, game designer sur Peter Jackson's Ding Dong. Je vous en ai parlé dans le premier épisode de Tushta, cette version de Tushta. Il était creative director sur Prince of Persia, Warrior Within et Two Thrones, qui sont deux jeux absolument catastrophiques. Et son idée d'un jeu de plateforme, c'est ça. On va enchaîner des pouvoirs qui n'ont absolument aucun intérêt. Vous continuez tout droit, vous appuyez sur un bouton, vous échappez parfois un ou l'autre truc qu'on vous a mis devant vous et vous prenez un angle à 90 degrés, ce qui semble nécessiter l'utilisation d'un pouvoir magique avant de voler dans un objet. Vous pouvez essayer d'éviter des trucs que vous voyez pas parce que la technologie n'est pas à la hauteur, parce qu'on utilise le système Scimitar, c'est-à-dire le moteur qui a fait qu'Assassin's Creed ne tournait pas sur PlayStation 3, si vous voulez ce que je veux dire. Et donc, c'est un titre qui est produit par Bertrand Elias. Elias, il a travaillé sur ce jeu. Il a travaillé aussi sur Lost Via Domus et Batman Vengeance. Il a été dans tout ça par Ben Mattes, qui était senior producer sur Batman Arkham Origins, ce qui explique pourquoi Arkham Origins était pire que tout le reste de la série, maintenant qu'on y réfléchit pas seulement. Le réalisé de ce jeu est réalisé sur, bien entendu, un design de personnes qui ont travaillé sur le jeu. Thomas Delbuguet, qui n'a pas Delbuguet le jeu, non, mais qui était consultant en game design sur Warrior Within et responsable d'une partie de Watch Dogs. Et il a aidé dans tout ça par Kevin Guillemette, qui était chef, je fais mouvement Guillemette mes doigts avec mes doigts, du game design de Watch Dogs. Il est surtout connu pour avoir designé sur Prince of Persia The Sands of Time, sur Game Boy Advance, qui était probablement son meilleur jeu. Alors, ça s'est vendu à 2,2 millions d'exemplaires, pourtant ils n'en ont jamais fait une suite, parce que décidément ils avaient compris que, oh là, quand votre jeu se prend dans les bons trucs, on n'a pas réussi à graisser la patte. Au mieux 6 sur 10, et qu'encore les critiques qui font la chose vidéoludique vous disent, et je suis très poli, c'est parce que le jeu il est vraiment très beau, je lui donne 6 sur 10. Qu'est-ce que c'est, en gros? C'est une repompe d'Okami réalisée par des crétins pathos qui savent pas faire un bon jeu vidéo, dans un monde qui est inspiré tant de Shadow of the Colossus que de Kiko, le fameux film avec Steven Seagal. Et vous avez donc quoi ici? Vous avez un jeu qui est absolument nul, totalement impavide, et il y a encore des crétins qui attendent une suite, et croyez-moi, ils peuvent l'attendre longtemps, parce que ils se sont tellement foirés avec ce jeu qui était un reboot d'un remake, qu'ils ont dû rebooter le remake en faisant un jeu qui était plus proche de Sands of Time juste après, parce que évidemment, c'est pas ce Prince of Persia là qu'ils avaient dans le film avec Jerry Bruckheimer, vous savez, et Jake Gyllenhaal et la meuf que c'était une top modèle, mais que en fait c'est peut-être sur ce personnage là qu'ils ont essayé de meubler et de créer ce personnage-ci qui est dans le jeu. Donc, de quoi il est question? Vous essayez de sauver un endroit avec la puissance de la lumière, et ensuite votre petite amie qui est en fait un zombie, elle se suicide pour que la planète elle soit sauvée. Ensuite, vu que vous êtes très con et que l'intégralité du jeu qui se termine sur un DLC que vous pouvez plus acheter de nos jours et qui pourtant est en train de teaser une suite, vous explique que décidément vous allez tuer la planète entière, ramener cette femme à la vie, parce que vous voyez, c'est un rêve bleu, ni 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 ni.
Et oui, sans le savoir, tu étais amnésique. Tous tes amis étaient morts dans un accident de critique vidéoludique. Maintenant, vieux muscle, tu te souviens du nom signé Neil. Nous en sommes enfin à l'endroit où je voulais vous amener. J'ai utilisé l'intégralité de cet épisode exemplaire, et d'ailleurs ne l'était-il pas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, afin de contextualiser votre esprit, aussi petit soit-il, afin qu'il puisse recevoir ces mots que je m'apprête à proférer sur ce jeu que les gens érudits appellent PT, mais que les Français appellent PT, parce que c'est comme ça que ça se prononce dans leur langue, c'est logique, et qu'en plus le français est toujours porté sur la blague facile, jusqu'à en mourir, ce qui fait un peu partie de leur charme. Donc ici, vous avez un jeu subjectif que l'on voit de manière subjective et qui essaye de vous mettre dans un couloir infini. Donc vous allez faire le tour en ayant simplement la possibilité de regarder, de zoomer et d'utiliser une petite lampe de poche afin de savoir où vous allez poser les pieds, que vous n'avez d'ailleurs pas parce que c'est un jeu comme ça, mais c'est un jeu de Kojima et de Guillermo del Toro. Alors il faut savoir que Guillermo del Toro, ça fait des années qu'il essaie de se lancer dans le jeu vidéo. Avec THQ, il a essayé de faire un truc, ça s'est cassé la gueule. Ensuite, il a fait ceci, ça s'est cassé la gueule. Et maintenant, il est face à un réel challenge pour lui, c'est que Hideo Kojima, lui, sait faire des jeux, mais il a une peur bleue de la terreur, ça lui fait tellement peur qu'il ne peut pas regarder des films d'horreur, ce qui est étrange quand on se dit que c'est après tout un grand monsieur, un homme qui a un certain âge, qui est en train de se diriger vers le 3e âge d'ailleurs, admettons-le, et que voilà, l'horreur et lui, ça fait deux, il ne sait pas savoir comment on fait pour y survivre. Or, Guillermo del Toro, ça fait des années que son esprit est trempé dans un monde onirique où les choses sont horribles, mais pourtant assez belles et assez bucoliques. Le genre de sentiment que l'on espérerait arriver à susciter en faisant un jeu Silent Hill de nos jours. Et je sais très bien que cette démo, qui est gratuite, est probablement l'un des moments majeurs du jeu vidéo en 2014, qui montre aussi à quel point le niveau a été catastrophiquement bas en 2014. Mais sachez ceci, c'est un jeu très réussi. Il se mange d'une traite, c'est un jeu qui dure peut-être 1 heure, peut-être moins, ça dépend à quel point vous avez envie de vous y perdre, et qui n'a absolument rien à proposer qui soit en commun avec ce que vous verrez dans le prochain jeu de la série Silent Hill. Je suis prêt à mettre ma main à couper, enfin je suis pas prêt à mettre ma main à couper, mais je suis prêt à considérer que décidément, oui, le prochain Silent Hill, qui s'appellera Silent Hills, avec un S à la fin et non pas un Z, je sais que vous êtes joueur de jeux vidéo, mais vous avez tellement l'habitude de mettre des Z à la fin des mots qu'on se demande si jamais vous avez eu la possibilité d'écrire un mot correctement au pluriel. La question se pose, et elle est d'une forme d'intelligence qui devrait quand même rester dans votre esprit, car ce n'est pas pour rien que je présente une émission qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. Ici, nous avons donc un jeu qui est un peu gore, est un peu gratuit, est un peu une démo payante, mais quand on y pose posément, et quand on y pense posément aussi, Silent Hill était doté, le premier, sur PlayStation, de l'une des meilleures démos de l'histoire de la démo. Est-ce une tentative d'arriver à la hauteur de cette incroyable première tentative? Je pense. Car quand on y réfléchit, le dernier jeu que Kojima a sorti chez Konami, c'était Ground Zeroes, le début de Metal Gear Solid 5, que vous pouvez le payer parce que décidément notre moteur 3D a coûté très cher, que vous allez devoir faire les frais de notre recherche. Et ici on vous propose un petit truc qui est sur le même moteur mais qui cette fois-ci est gratuit. Et il est gratuit de manière particulièrement logique car je pense que Kojima est conscient qu'il y a des choses qu'on aimerait qu'il lui soit pardonné, en quelque sorte, qu'il a déjà beaucoup contribué à la question vidéoludique moderne et qu'il ne voudrait pas que vous ayez un mauvais goût en bouche quand vous attaquerez la suite de ses aventures chez le fameux éditeur japonais. C'est donc un jeu qui personnellement m'a beaucoup touché car je sais que la plupart d'entre vous êtes protégés de la pluie et que vous ne savez pas ce que c'est de trimballer votre cul dans une maison abandonnée avec une petite lampe de poche tremblotante. Vous ne savez pas ce que c'est la peur. Vous ne savez pas ce que c'est la peur pour de vrai, dans le vrai monde, en étant un petit personnage qui décidément n'est pas un personnage factice, mais en mettant votre vie en danger, en risquant de tomber malade, en risquant de vous casser la jambe, en risquant d'avoir une bâtisse qui s'effondre sur votre crâne. Ce sont des choses qui se passent parfois dans le monde réel et qui ne peuvent pas être vécues sur console. Par contre, pour avoir une vague idée dans quoi ce jeu est réussi, vous aurez besoin d'avoir vécu.
Vous aurez besoin d'avoir vécu des vraies expériences, des expériences qui ne se passent pas dans main, mais qui peuvent être vécues dans la vraie vie, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour vous aurez envie de quitter votre chez vous pour découvrir ce qui se passe dans le grand monde, et c'est bel et bien ça qui se passe dans le grand monde. La peur, la terreur. Généralement, il n'y a pas de lumière rouge et des globes oculaires qui tournent dans les incroyables, comment ça s'appelle? Ça s'appelle des cadres. Car la vie que l'on vit de nos jours est très encadrée. Elle n'est pas aussi libre que celle que l'on avait dans la génération précédente. Elle est beaucoup plus dangereuse, car maintenant, le moindre mot que vous proférez en public peut essayer de vous tuer. Mais sachez ceci. Pour peu que vous ayez envie de vivre un moment tangible de peur qui ne vous mette pas en danger, vous pourriez goûter ceci. Ceci qui est gratuit, d'accord, mais qui est d'une plus grande qualité et d'une plus grande valeur que la plupart des jeux d'horreur qu'on vous a proposés ces dernières années. Il y a quelque chose de Siren Blood Curse dans ce titre. Il y a quelque chose de Siren plus que de Silent Hill, et vous devriez vous dire que si vous avez un jour décidé de jouer un jeu qui fait peur, que vous avez 1 heure à perdre, que vous avez une PlayStation 4 et la possibilité de télécharger cette démo, du playable teaser en quelque sorte de Silent Hill, vous ne le regretterez pas, parce que c'est très très proche d'une sensation de terreur que l'on pourrait avoir dans la vraie vie. Et ça, de nos jours, c'est devenu très rare, parce que c'est pas tout d'être attaqué par des créatures tuluesquifiques dans des mondes bizarres, mais parfois la peur, c'est simplement être seul, dans le noir. Comment est-il possible que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais amnésiaque? Mon Dieu, j'ai envie d'écouter de la musique triste. Neil Cambier, mais c'est comme si tu étais venu tourner ici un épisode. C'est toi qui m'as envoyé la lettre. Est-ce que tu te souviens où ils sont enterrés? Et maintenant, pour peu que vous ayez l'intelligence que j'ai supputé que vous aviez au début de cette incroyable aventure dans le domaine de la terreur, nous avons maintenant la possibilité de vous causer quelques instants d'un titre intéressant. Comme vous le savez certainement, cela fait maintenant près de 10 ans que je suis critique vidéoludique. Je dois donc faire un effort afin de sauvegarder la mémoire de ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Or, ce jeu-ci est arrivé juste avant que je commence à critiquer. J'ai décidé de vous en parler ici, car après tout, après toute une décennie, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie, et peut-être que vous avez deviné le thème de cette émission et de cet épisode-ci, et que vous comprenez pourquoi il est parfaitement approprié de parler de ce titre que je vous ai ici sélectionné. C'est donc Neo Contra, c'est un jeu de K7, Konami Computer Entertainment Tokyo, publié par Konami,
sur PlayStation 2 en 2004. C'est un titre qui se trouve être le 10e de la série Contra de Konami et qui a cette particularité ici, c'est que si on sort de nos jours des twin stick shooters, des shooters que l'on voit du dessus et dans lesquels on utilise 2 sticks afin de tirer sur des trucs qui sont particulièrement bizarres et qu'on pourrait considérer qu'ils ont beaucoup de manque dans le domaine des lymphocytes, vous aurez remarqué ici que c'est un single stick shooter, un shooter qui n'utilise qu'un seul stick. Parlez-en à votre femme, elle vous dira de quoi il est question. C'est donc un jeu où l'on se dirige et où l'on tire avec le même petit système de visée directionnelle. Ce n'est pas particulièrement efficace, ce n'est pas particulièrement instinctif pour une nouvelle génération, mais cependant c'est un système qui fonctionnait très très bien à l'époque en arcade et qui fonctionnait ici particulièrement bien dans cet incroyable univers qui est celui de la console de salon. Nous sommes ici sur PlayStation. C'est donc un jeu qui vous propose en 4444 d'aller sur une planète Terre dystopique, parce qu'il est donc ici question de critique vidéoludique, et que dans cette planète dystopique, la Terre est un système pénitentiaire, c'est un peu Escape from New York, mais sur toute la planète Terre, et vous avez des méchants néo-contrats qui sont des contrats, semble-t-il, d'un nouveau ordre qui a utilisé toute la planète comme un système pénitentiaire, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Oui, alors on a des néo-contrats, c'est le système politique qui est en train de dominer la Terre, et on a des anti-néo-contrats qui sont des contrats quand même, mais qui n'ont pas décidé d'utiliser une autre appellation afin que ce soit moins difficile de les différencier. Et vous êtes en train ici de jouer Bill Riser et Genbei Yagyu. Le jaguar, c'est celui avec les magnifiques dreads et qui a une armure rouge que je n'ai pas eu la possibilité d'utiliser parce que, voyez-vous, je joue en solo et qu'ensuite je l'ai débloqué parce que vous pouvez utiliser le joueur numéro 2 en mode numéro 1. C'est un de ces jeux qu'il est comme ça, il est très bien. C'est un titre produit par Nobuya Nakazato, directeur sur Contra Hardcore, c'était celui sur Mega Drive, et Contra 3. Il est aussi responsable du scénario ainsi que du design des 2 Vandal Hearts. Vous ne m'entendrez jamais dire Cœur de Vandal, je dirai toujours Vandal Hearts parce que c'est comme ça que le jeu, il est le mieux. C'est un titre qui est dirigé par Takayuki Ando, l'homme responsable des graphismes des jeux Crypt Killer et des expressions des personnages Shadow of Destiny. Or, si vous avez vu Shadow of Destiny, si vous avez joué, vous savez que les expressions sont très réussies dans Shadow of Destiny. Le design est bizarre, les personnages sont foutraques, les graphismes sont nuls, la musique est super bizarre, le système est Vega chelou, mais les expressions sont parfaites. C'est une suite à Shattered Soldier, qui était lui aussi sorti sur PlayStation 2, mais que malheureusement je ne possède pas, car voyez-vous, je ne suis pas riche comme ça. Et c'est un titre qui compte aussi de la musique techno-merdique de Sota Fujimori, un mec plus connu pour avoir fait de la musique pour PES. C'est pas grave. Il a fait de la musique pour les Winning Eleven, les PES, tout ça, bon bah, c'est bien pour lui, mais en tout cas, il devrait pas essayer de faire la musique de Contra, parce que ça, il ne sait pas faire, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça, c'est un peu ça. Il n'aurait jamais dû briser le contrat de confiance, et voilà que c'est Darty pour une nouvelle critique vidéoludique. Pour rappel, comme Konami Computer Entertainment Tokyo, c'est les Tokimeki Memorial, DDR, ce qui est pas mal, les PES à une époque, jusqu'en 2013 en tout cas. C'est l'endroit où incuba la Team Silent, une bonne partie de la Team Silent. En tout cas, ils ne sont depuis 2005 plus du tout une entité à part à l'intérieur de Konami Japon. Ils sont devenus une équipe comme les autres parce que semble-t-il que c'est dur d'avoir de la personnalité de nos jours. Et vous aurez certainement remarqué qu'à une époque, K7 c'était aussi un format sur lequel on pouvait regarder des films, mais c'était aussi cette magnifique compagnie qui a fait les Suikoden, les Suikoden, les Suikoden donc, et les Castlevania en style RPG que vous semblez faire tant semblant d'apprécier. Donc ici vous avez un jeu, il est absolument ridicule, il est parfaitement jouable malgré ce petit côté un tout petit peu suranné qu'il peut se targuer d'avoir, et paradoxe particulier, il est disponible sur le PSN, sur PlayStation 3, en tout cas il l'était encore pour l'instant, donc on peut avoir espoir que dans le futur il soit disponible en streaming sur les systèmes de streaming de Sony, et que voilà, c'est un jeu réellement réussi. Et vous m'auriez dit que le 10e jeu de la série Contra serait un contrat de 1, que ce serait un contrat réussi de 2, que je prendrais plaisir à y jouer de 3, et qu'il serait en plus trop dur pour que je sois réellement capable de le terminer d'un coup, de 4, ce serait particulièrement surprenant. Alors, comme vous le savez certainement, je suis le masque, Arthur Meurant. Donc ici, vous avez un jeu que je vous conseille d'essayer. Je ne sais pas comment vous allez arriver à vous le procurer, mais vous devriez essayer du moins de vous le procurer, car c'est un titre qui est réussi, qui est plaisant, qui mérite d'être essayé et qui en plus est particulièrement plaisant dans ce style de jeu qui est difficile à appréhender.
mais que si on fait un effort, on peut le maîtriser. C'est un jeu qui n'est pas réellement instinctif du point de vue des contrôles, mais qui gagne à être connu. Qui gagne à être connu car, bien entendu, il est méconnu, et que c'est un peu à vous maintenant de faire vivre l'histoire de la chose vidéoludique. Vous devez, c'est votre tribu, c'est ça qu'on vous laisse. Et regardez-moi, j'avais jamais vu un mec courir sur un hélicoptère. Ça, c'est unique. Mission accomplie, Neil. Je pense aussi. Oui, allons-y, pour une nouvelle saison de Touche-Tard. On va recommencer. Je voyais plus rien, je me suis pris ça. Avec la lampe de poche, ok. Mission accomplie, Neil. Je crois pense. qu'on peut... Merde. Désolé. Je place le petit je pense aussi, hein, ça va. Mission accomplie, Neil. Je pense aussi. Nous avons encore réussi notre mission et continuons pour une nouvelle saison de Touche-Tard. Maintenant, on va essayer de sortir à cette porte, ok? Je te plotte un peu. Attends, et maintenant, on va prendre un vrai point de confort. Donne-moi le chat mort, là. Eh merde. J'ai fait ça comme un génie la première fois, ça en a vraiment. Dis-moi, Neil, c'est pas ici qu'on les a enterrés? C'est là-bas plus loin. Non, c'est ici qu'on les a enterrés, ça nous a C'est empêché. là-bas plus loin. Neil, dis-moi, c'est pas ici qu'on les a enterrés? C'est ici. C'est ici qu'on les a enterrés. C'est ici. Tu sais ce que ça veut dire? Moi aussi. Oui, j'ai essayé de faire une vraie chanson qui existe. Dans le prochain épisode. Qu'est-ce que je dois dire?